quel est son parcours professionnel? À vous, Monsieur Jacques. Merci beaucoup, Claire. C'est très généreux de votre part d'apporter déjà cette brève présentation qui est assez élogieuse, mais je me garde quand même de rester humble sur ça. C'est vous, les gars, qui êtes sur le terrain, qui vous battez chaque jour, qui faites en sorte que les choses puissent se passer, s'améliorer. C'est à vous, en tout cas, qu'on doit beaucoup plus des éloges. Parce qu'à un certain moment, j'ai l'impression que, bon, voilà, j'ai un peu abandonné les travaux de terrain que je faisais chaque jour. Mais en voyant déjà les fruits que nous portons dans la ville de Lubumbashi, nos collègues, nos étudiants, et qui sont maintenant aujourd'hui des amis et même des inspirations comme toi, Claire, que tu m'inspires beaucoup avec ce que tu fais déjà chaque dimanche, essayer d'aider les autres à se conscientiser, à se réveiller et aller à l'assaut de l'amélioration des conditions de vie de notre pays. Ça, Oui. mon cher, ça, c'est alloué. C'est beaucoup plus alloué. Alors, pour une simple et brève présentation de moi-même, même si c'est toujours très difficile de se présenter soi-même, euh, je suis ingénieur en génie logiciel comme Claire. Mhm. Mais j'ai essayé d'être trop curieux, d'essayer d'avancer sur les sciences de gestion des données. Donc, j'ai une maîtrise en data analytics ici aux États-Unis. Et malheureusement, ou bien heureusement pour moi, je me suis retrouvé beaucoup plus en train d'œuvrer dans l'enseignement que dans les métiers, disons la production des logiciels pour lesquels j'avais étudié au pays et à ESIS précisément et en Afrique du Sud. Je me suis retrouvé beaucoup plus dans l'enseignement. Et dans l'enseignement, il y a beaucoup de défis que j'ai remarqué beaucoup de problèmes. Ce n'est pas seulement les défis, beaucoup plus de problèmes, même si j'aimerais être beaucoup positif. Mhm. Et ces problèmes étaient souvent liés à la méthodologie, la façon dont nous transmettons les connaissances que nous avons. À ISIS, les enseignants qui sont là sont des gens très passionnés, qui viennent avec toute l'abnégation pour venir enseigner aux collègues, aux futurs collègues, parce que je ne vais pas les appeler tout simplement comme les étudiants, ce sont des futurs collègues, je peux dire ainsi comme Claire qu'aujourd'hui et d'autres. Et le défi est beaucoup plus sur la transmission des compétences là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui apprennent très rapidement et qui deviennent des étudiants ou bien des étudiants excellents Mhm. et qui à un certain moment vous dépassent même. Et c'est ce que nous voulons en tant qu'enseignants. Oui. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certains d'autres qui avancent à pas de tortue, à pas de Oui. tortue sur l'apprentissage et parfois il faut fournir beaucoup trop d'efforts et parfois même les efforts que vous fournissez, ça ne produit pas de fruits. Et c'est cela qui Mhm. m'a poussé beaucoup plus à m'intéresser beaucoup plus aux théories pédagogiques à Mhm. l'enseignement, à l'éducation, pour savoir comment est-ce que je peux mieux faire pour que les compétences que j'ai, les compétences que tous nos collègues ont, puissent arriver à les transmettre d'une manière facile, comprendre comment transmettre ou bien comment aider l'étudiant à grandir dans son apprentissage et aller de l'avant. L'autre problème aussi qui m'a poussé aujourd'hui à me retrouver beaucoup plus ancré dans l'éducation, la pédagogie, c'est aussi les systèmes d'enseignement de notre pays, d'ailleurs, qui est le sujet d'aujourd'hui, que je m'excuse, Claire, d'aller, de mettre le charrue avant le bœuf, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mhm. Il n'y a pas de Euh, souci. Mhm. vous allez m'excuser avec le français qui devient un peu boiteux maintenant, avec l'anglais qui commence à chasser le français un tout petit peu, mais je ne vais pas me laisser Oui, faire, oui. ne vous en Ça faites se pas. sent en tout cas. Alors, le système éducatif de notre pays, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, et ça, il faut donner du crédit à notre pays, à notre gouvernement qui essaie toujours de se battre malgré les situations difficiles. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas
vous dirigez très bien dans une nuit sombre, si je peux dire ainsi, sans avoir une torche. Il faut avoir de la lumière. Et cette lumière-là, c'est la connaissance, la compréhension de comment l'éducation marche, comment est-ce qu'on peut créer un système éducatif qui doit vraiment faire avancer les choses. Et avec le changement, comment je peux dire ça, les changements que les gouvernements essaient d'amener, comme le LMD, tout ça, les réformes, c'est ça les mots que je cherchais, les réformes que le gouvernement avait amenées, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de moins en moins de technicalités de comment est-ce que ces choses ici vont avancer. On ne sait Mhm. pas, on ne savait pas exactement comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre. Pour un enseignant lambda que j'étais, comment est-ce que je fais pour atteindre toutes ces promesses ici, pour réaliser toutes ces promesses que le système LMD est en train de nous donner. Et c'est Mhm. pour ça que je me suis retrouvé aux États-Unis en train d'étudier la pédagogie, et Mhm. beaucoup plus, je peux dire, la technologie pédagogique ou technologie dans l'enseignement, ça dépend de comment est-ce que vous voulez le prendre. Alors, c'est comme ça que je me retrouve avec une maîtrise en pédagogie, en technologies éducatives. Mhm. Et actuellement, pour finir la présentation qui était longue, actuellement, je travaille à un centre de recherche à l'université, à Syracuse University, où je fais mon fellowship en tant que euh, conseiller pédagogique, s'il faut que je traduise ça en français, en tant que conseiller pédagogique du corps professoral ici, pour les aider, pour rester à la pointe de l'innovation dans l'éducation et de la technologie, et aider les professeurs ici à prendre ces innovations-là pour les appliquer dans les cours qu'ils sont en train de donner. Donc, en bref, pas en bref, en long. Alors, voilà une présentation que je donne. Donc, ingénieur, maîtrise en éducation et maîtrise aussi en data analytics et en train d'aider d'autres enseignants à faire mieux dans les enseignements qu'ils sont en train de faire. Claire, si je te redonne En tout encore la cas, parole. en tout cas, je loue vraiment votre mission. C'est, en tout cas, aider les autres à faire mieux. Moi, je trouve que c'est le meilleur de boulot. Et je, je vous loue, je vous félicite pour ce que vous êtes en train de faire pour votre communauté. Et je pense que nous en reviendrons plusieurs fois dans ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le gap qui existe entre le système éducatif et la demande sur le marché en compétences. Alors, la première question que j'avais pour vous, c'est de savoir, selon vous, quels sont les principaux facteurs qui créent ce gap-là, qui créent en fait cet écart? Vous avez eu à briefer dans votre présentation quelques points, mais j'aimerais, si possible, que vous puissiez rentrer maintenant en profondeur pour nous dire d'où vient ce fossé, d'où vient d'abord ce vide, avant qu'on puisse penser à le combler. Merci beaucoup, Clark, pour cette question. C'est une question très profonde qui peut même demander à un philosophe qui vienne avec nous pour analyser. Mais je vais essayer de donner une réponse à mon niveau avec mes limitations. Donc, il faut prendre en compte ces limitations-là. Donc, les compétences, les connaissances évoluent et on a beaucoup plus d'informations plus tard et on se rend compte que, bon, voilà, on était déficient quelque part et il faut qu'on corrige. C'est pourquoi je dis qu'il y a, dans ce que je vais donner comme réponse, il y a des limitations, ça, c'est sûr. Mais voici ma réponse sur cette question. D'abord, c'est le début de l'enseignement de la RDC. Comment est-ce que notre système éducatif a été créé? D'ailleurs, beaucoup d'autres domaines ont été créés de cette façon-là. Nous savons que le système éducatif de la RDC a été créé par les colons belges pendant ce moment, quand ils nous colonisaient encore. Et leur objectif était simple. Et un seul objectif, c'était de créer pas donner des compétences, mais plutôt de créer des personnes capables de leur servir, de servir les services publics et euh, les prêtres qui étaient pendant ce moment-là en train de donner, comment dirais-je,
de servir comme ancrage de l'administration publique pendant ce moment-là. Donc, l'éducation a été faite sur base de cela. Tout ce que nous avons vu comme évolution est parti pour améliorer, pour essayer d'apporter tant soit peu une solution, une remédiation aux déviations qu'on remarquait avec le système colonial que nous avons. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore là. Il faut comprendre que le développement, c'est un processus. Donc, je ne suis pas fataliste comme d'autres voudront que, bon, voilà, qu'on brise complètement tout et on recommence à zéro, tout ça. Bon, je dirais, je ne suis pas dans ce domaine-là. Ils ont leurs arguments. Mais beaucoup plus, je suis dans les façons de voir d'une manière progressive les évolutions qu'on est en train de donner en termes de réformes chaque fois. Et les gaps que nous avons se retrouvent en tout cas vers la création de nos systèmes éducatifs et après la centralisation excessive du système éducatif de notre pays. Parce que vous allez voir que la RDC, c'est un pays continent. Il y a beaucoup de provinces avec beaucoup de réalités d'une province à une autre. Par exemple, si tu vas dans l'Ituri, par exemple, les gens sont beaucoup plus des éleveurs. C'est vrai, il y a des mines là-bas, il y a l'or, c'est vrai, mais la vie des gens se base beaucoup plus sur l'élevage, sur d'autres activités comme la pêche, et ainsi de suite. Ils sont proches de beaucoup des grands lacs africains et ils sont aussi proches du fleuve Congo. Pendant que dans les Katanga, nous avons beaucoup plus les mines et un peu d'agriculture aussi, mais c'est beaucoup plus les mines. Quand nous allons vers l'ouest, par exemple à Kinshasa, c'est beaucoup plus de l'administration. Il y a pas, c'est vrai, il peut y avoir beaucoup d'entreprises qui offrent des services, mais en termes de travail, l'ancrage économique, le modèle économique des provinces de l'Ouest, c'est beaucoup plus les services. C'est vrai, il y a beaucoup de terrains là, arables également, mais c'est beaucoup plus les services. Alors, où est-ce que je veux en venir sur ce point ici? Le fait de centraliser beaucoup l'éducation, le système éducatif, fait en sorte que nous puissions manquer d'opportunités de voir les nécessités, les problèmes et les opportunités dans chaque province pour que nous puissions adapter notre offre éducative, notre contenu éducatif, pour que les gens soient utiles dans leur communauté. Rappelons un truc ici, c'est que comment est-ce que nous définissons l'apprentissage? L'apprentissage, tout simplement, c'est le fait de prendre de l'information, d'emmagasiner de l'information, stocker cette information-là en mémoire et être à mesure de prendre cette information au moment voulu et pour résoudre des problèmes que nous sommes en train de vivre. Oui. C'est ça l'apprentissage en un mot. Et, ce que nous devrons voir aussi, c'est que l'apprentissage n'est pas tout simplement ce que nous voyons, comment on dit encore, l'enseignement qui est officiel, si je peux dire comme ça, ou bien où on doit aller à l'école, s'asseoir et avoir un enseignant qui nous enseigne. Non, c'est pas seulement ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est aussi toutes les choses, toute la vie de chaque jour que nous vivons dans la communauté et qui nous aide à acquérir certaines compétences, certaines informations qui nous aident à résoudre des problèmes réels que nous sommes en train de voir dans notre vie ou bien dans la société. Et c'est dans ce sens-là que j'essaie de dire que, bon, voilà, le fait de centraliser trop l'éducation, le fait de ne pas être flexible suffisamment pour voir ces problèmes-là et venir avec un contenu qui est adapté, de venir avec un programme, comment dirais-je, un programme, une filière, si je peux dire comme cela, une filière ou bien une faculté qui s'adapte exactement à ce problème-là. Ça fait que les réformes qui sont en train d'être faites régulièrement manquent l'opportunité de venir résoudre ce problème, de venir donner réponse aux problèmes que les gens sont en train de vivre sur le terrain. Alors,
Ça, c'était juste une sorte de définir, de voir d'où vient notre problème, sans beaucoup être alarmiste, ou bien sans être beaucoup plus quelqu'un qui jette les pierres sur les petits défauts que nous avons dans notre système éducatif. Voilà, en bref, comment est-ce que moi je considère les problèmes de notre pays actuellement. En tout cas, c'est une très belle réponse. Mhm. C'est vraiment pertinent tout ce que vous venez de nous dire. Et sûrement que chacun de nous se donne une représentation, en fait, des méfaits, en fait, que ce gap, en fait, provoque à notre société. Mais j'aimerais quand même aussi vous demander, selon vous, quels sont les effets, justement, ou les méfaits de cet écart entre le système éducatif et la demande des compétences sur le marché. Oui, les méfaits sont énormes, vraiment très grands. Regardez par exemple les taux de chômage de nos jeunes dans le pays. Les jeunes ne trouvent pas de boulot. Ce n'est pas qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité pour se créer ces boulots-là. C'est juste que on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment adapté les contenus que nous allons voir à l'école avec ce qui se passe exactement dans la vie quotidienne. Oui, Prenons le cas où nous sommes tous de Lubumbashi, nous connaissons déjà beaucoup plus les mines, hein, comme oui, notre grand employeur. Voilà, les mines sont notre grand employeur quand nous sommes à Lubumbashi et dans les grands Katanga. Et regardez combien d'expatriés qui viennent travailler dans ces mines-là. Ce n'est pas que je suis quelqu'un qui n'aime pas les expatriés. Moi-même, j'ai vu chez autrui. OK? Même si je ne suis pas installé complètement, c'est juste passager pour les études. Alors, vous allez vous rendre compte que ces gens-là, les entreprises, n'appellent pas ces expatriés des gaietés de cœur. Parce qu'un expatrié vient avec un coût exagéré pour faire tourner un business. Sauf que ils ne savent pas trouver des compétences dont ils ont besoin sur le terrain. Et oui, tous, quand vous circulez dans ces entreprises-là, ils vont vous dire que non, on ne sait pas trouver quelqu'un qui est compétent dans ce domaine. Et vous allez vous dire, bon, mais moi, je fais l'informatique. Ils vont vous dire que non, voilà, c'est l'informatique, mais je ne sais pas trouver quelqu'un de compétent. Non, moi, j'ai fait l'informatique, mais pourquoi vous ne pouvez pas me prendre? Mais est-ce que vous savez exactement les problèmes que ces gens-là sont en train de vivre en termes d'informatique et en termes de besoins exacts auxquels il faut répondre? Ça, oui, c'est un point d'interrogation. C'est vrai, on vous a gavé beaucoup plus l'informatique, ou bien nous vous avons gavé pour ne pas m'exclure moi-même, parce que j'ai été dans l'enseignement. Sauf que il y a certaines technicalités, certaines spécificités, j'y arrive, que nous n'avons pas, dans lesquelles nous n'avons pas vraiment plongé. Ça peut être par exemple les soft skills. Est-ce ouais. que on peut se dire qu'aujourd'hui, on peut se lever, finir les études et aller immédiatement dans une entreprise et savoir comment bosser en équipe avec ces gens-là? Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui finit l'université immédiatement là, ça peut être à ISIS, à INULU ou bien à UNH, aller dans une entreprise et savoir communiquer avec la maison mère qui est en Australie, par exemple, à une dizaine d'heures de retard pour faire fonctionner l'entreprise comme il se doit. Donc, Oui, tu vas voir que quand on entre maintenant dans les détails techniques de l'emploi, on se rend compte que non, il y a certaines compétences vraiment qu'on n'a pas acquises. Même si on a les compétences techniques, c'est vrai, qui sont bonnes, parce que nous connaissons déjà les étudiants que nous produisons au minimum à ESIS, à l'École supérieure d'informatique Salama. Nous savons que nous donnons beaucoup plus de compétences aux étudiants. Ils sont très bons. Mais oui, quand vous entrez maintenant dans les détails techniques de l'entreprise, de ce que les gens font, et vous vous rendez compte, wow, ça c'est vraiment autre chose. Je vais donner par exemple mon exemple à moi-même avec la formation que j'ai ici aux États-Unis. Donc, ma filière dans laquelle j'ai fini pour ma maîtrise en éducation, c'est Instructional Design. C'est beaucoup plus de la technologie appliquée à l'éducation. Donc, il y a la théorie pédagogique qui va se marier avec toutes les technologies qui sont là. Ça peut être technologie informatique, ça peut être n'importe quel type de technologie, pour essayer de donner une plateforme
et pour avancer un meilleur, une meilleure éducation. Mais dans les centres de recherche où je travaille, je me rends compte que non, ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, le domaine dans lequel je me trouve, c'est beaucoup plus, on appelle ça educational development, qui prend les dimensions humaines et qui prend beaucoup plus les sciences sociales. Donc, on mélange toutes ces histoires-là avec la base seulement que j'ai appris sur l'éducation et la technologie, qui me demande à ce que je puisse m'informer, me mettre à jour et grandir encore chaque jour. Donc, c'est un défi que j'ai chaque jour pour grandir et essayer de venir en aide aux professeurs qui vont réclamer, par exemple, voilà, ils ont un problème, par exemple, en train d'enseigner et il n'y a aucun étudiant les étudiants ne les suivent pas très bien, mais lui ne comprend pas ce qui se passe dans la salle. Bon, sur le plan technologique, tout est là. Sur le plan pédagogique, tout est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je puisse être là, analyser et après venir avec des solutions qui peuvent ou ne pas être dans l'éducation, mais qui doivent ramener une solution à l'éducation. Donc, il y a cette différence-là, cette distance-là entre la formation que j'ai reçue et la vie actuelle que je suis en train de mener en tant que chercheur dans ce domaine. Et c'est là que se pose beaucoup plus le problème. Je ne sais pas si j'ai essayé de donner des éléments sur ce point-là. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Euh, Sûrement que d'autres personnes dans ce webinaire ont d'autres propos là-dessus, mais on aura le temps d'échanger là-dessus dans l'espace questions. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas de noter quelque part et à la fin, on va vous donner la parole pour vous et vous pourrez en fait vous exprimer. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Nous avons bien cerné le problème de l'écart qui existe justement entre le système éducatif et la demande des compétences. Maintenant, si nous pouvons passer au fait aux solutions. Nous avons beaucoup pleuré sur les problèmes, Monsieur Jacques, ce soir. Je pense qu'il est temps maintenant de proposer des solutions. Parce qu'il est bien de détecter des problèmes, mais il est aussi mieux de proposer des solutions. Selon vous, déjà, je vois il y a deux acteurs, en fait. Il y a deux acteurs. Il y a le système éducatif, c'est-à-dire les institutions qui gèrent l'éducation. On voit derrière peut-être le gouvernement, les universités, les écoles. Et de l'autre côté, on voit les entreprises. OK? Je peux donner un point, mon point de vue là-dessus, c'est que les entreprises évoluent à vitesse grand V. Pourquoi? Parce que les entreprises misent à produire plus chaque jour. Et du coup, quand il y a une nouvelle technologie qui demande X compétences, eux, d'abord, la première chose qu'ils font, c'est de prendre d'abord cette technologie. Si sur place, il n'y a pas cette compétence, ils vont la chercher n'importe où. Ils prennent cette compétence et ils commencent d'abord à produire. Pour eux, c'est d'abord produire. Et le système, malheureusement, vient avec un grand retard pour combler ce vide-là. Je me rappelle, quand j'étais encore à ISIS, le développement logiciel dans les entreprises, à l'époque, c'était en 2015, au niveau des entreprises, était, je pense, peut-être beaucoup plus avancé ou soit euh, autre que ce que nous faisions. Je vais donner un exemple. La majeure partie des gens à l'université, on nous a jamais dit que dans l'entreprise, ça se présentait pris dans le tas comme ça. Et après, quand on arrive en entreprise, on se rend compte que voilà, on a passé presque 5, 4 ans en train d'apprendre certaines choses et en entreprise, c'est d'autres choses. Maintenant, la prochaine question, c'est quoi? Qu'est-ce que ces acteurs-là, c'est-à-dire les universités, les écoles, le gouvernement et les entreprises peuvent mettre en place ensemble pour essayer en fait de combler ce vide. Parce que je me dis, c'est pas seulement aux entreprises c'est pas seulement en fait au système éducatif de changer, c'est pas seulement aux entreprises de chercher à s'adapter, mais c'est ensemble, les deux mises ensemble, qu'ils peuvent trouver l'idéal, qu'ils peuvent trouver la solution. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces deux-là arrivent à marcher ensemble et ainsi donner de l'emploi à tout le monde, pour que les compétences qui sont en train d'être enseignées au niveau du système éducatif puissent répondre vraiment aux besoins réels des entreprises? Euh, merci
pour cette question ici et je veux souligner encore, donc il y a beaucoup de solutions, compréhension de chacun, l'éducation, ainsi de suite, et l'approche de chacun pour proposer ce genre de solutions. Mais c'est aussi très ambitieux de penser qu'on peut proposer une solution à un problème. C'est beaucoup plus voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer, améliorer les conditions. Euh, ou bien se dire que bon, voilà, cette solution ici que nous sommes en train de proposer, elle n'est pas maximale, c'est juste une approche pour avancer. Et une autre idée avant de continuer, qui ont actuellement pour donner des notions basiques, les springboards pour que chacun puisse être en mesure de se jeter vers les technologies. Je pense que c'est un défi que nous avions même à l'époque où on enseignait, hein, où c'est vrai, on sait que la technologie évolue à une très grande vitesse, mais les technologies changent à tout moment. Mais les concepts en tant que tels, voulais-je dire, évoluent très rarement. Il y a les compétences, par exemple, les structures de données. Les structures de données sont comme cela. Il faut entrer dans l'abstrait et cet abstrait-là te sert de base pour que tu puisses te jeter dans les devants et être à mesure de t'adapter au problème. Donc, il y a aussi ce challenge-là que je voulais quand même donner aux collègues qui participent pour ne pas dire que, bon, voilà, les universités sont dans les faux. Alors, essayons de proposer, de donner des idées, de générer des idées pour qu'est-ce qui peut être fait. Il y a des approches qui existent aujourd'hui pour arriver à s'adapter à la vie, à donner des compétences dont les entreprises sont en train de rechercher. OK? Et ici, on parle seulement de ce qui est des professionnels. Ici, nous n'allons pas du côté recherche scientifiques que les universités font. Donc ici, il faudra que les gens puissent mettre cela en tête, c'est que il y a la recherche scientifique que les gens peuvent, le chemin de recherche scientifique que les gens peuvent prendre, qui se trouve au-dessus de la mêlée de ce que nous sommes en train de discuter ici, en tant que recherche, en tant que professionnel. Ce qui est professionnel, ça s'adapte seulement aux besoins des entreprises, les problèmes qui sont là et maintenant. OK? Donc, c'est c'est de ça qu'on est en train de discuter. Alors, quand il s'agit de venir avec des programmes académiques qui s'adaptent, il y a cette approche-là qu'on appelle le backward design, ou bien on peut se dire, bon, une conception en rétrospective des formations. Cette conception en rétrospective dit quoi? C'est que vous allez des résultats désirables pour arriver, revenir vers les compétences ou bien les contenus de formation que vous êtes en train de créer. Parce que nous prenons souvent l'approche où on va avec les objectifs. On peut se dire, bon, voilà, c'est beaucoup plus. On commence par créer les contenus et après, on commence à se dire, bon, ces contenus ici, voici les objectifs, voici les objectifs. Ce qui, ce qui fait, c'est que nous manquons, nous ratons cette opportunité-là de voir les problèmes dans les entreprises. Donc, cette approche ici nous demanderait pratiquement ceci, d'aller vers les entreprises, discuter avec les entreprises, regarder ce que les gens font chaque jour là-bas dans ces entreprises-là. Et c'est à partir de ces activités-là, de ces tâches-là que les gens sont en train de faire chaque jour dans les entreprises, que nous allons venir pour déduire les contenus de formation, bien même les objectifs des formations, les objectifs pédagogiques, et aller vers les contenus de formation que nous devons proposer. Mais cette approche aussi a une certaine limitation, comme je l'avais dit à un certain moment. Les choses évoluent très rapidement. Et à un certain moment, donc, il faut aussi aller avec cette évolution-là. Il faut avoir donc des gens qui sont toujours présents dans les entreprises pour revenir avec ces compétences-là, ces tâches-là, ces nouvelles tâches ou bien cette nouvelle façon de faire que les entreprises veulent adopter. Et après, nous allons, en tant qu'éducateurs, commencer à créer des contenus de formation que nous proposons à nos étudiants, aux futurs travailleurs, pour qu'ils viennent, qu'ils aillent donner solution aux problèmes que l'entreprise est en train d'avoir. Et sans cela, il y aura beaucoup de difficultés pour que nous puissions nous retrouver
Qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas? Si nous ne faisons pas cette approche-là pour aller vers les entreprises, nous allons toujours nous retrouver en déphasage avec ce qui se passe dans nos milieux. Parce que nous ne voyons pas les problèmes, nous ne partons pas du besoin sur le terrain pour créer nos compétences, nos contenus et aider les gens à résoudre ce problème-là. Mais nous partons de contenus pour dire, bon, voilà, nous vous équipons de toutes les compétences pour que quand il y a un problème, n'importe quel type de problème, vous soyez à mesure de vous adapter. Et donc, ce sont des approches un peu contraires que je suis en train de proposer là. Maintenant, Mm. pour que ceci puisse évoluer, puisse marcher, il y a cette décentralisation-là qui doit se passer. Cette décentralisation-là des décisions sur le plan éducatif dans notre pays. Parce que si quelqu'un qui décide sur les contenus, sur les objectifs des cours à donner, se trouve à Kinshasa, par exemple, ou bien se trouve à Lubumbashi, prenons le cas, pendant que les problèmes se passent dans un village au fin fond de Malembankuru, par exemple, il y a de Oui, fortes chances que quelqu'un qui est à Lubumbashi ne sache pas exactement c'est quoi le problème qui se passe à Malembankuru. Prenons un effectivement. exemple. Si on a une école technique à Malembankuru et Mhm. nous sommes à Lubumbashi, sommes en train de gérer cette école technique-là à Malemankuru. Ce que nous allons proposer comme filière là-bas, c'est beaucoup plus des filières qui offrent un certain miroir sur les problèmes que nous sommes en train de vivre en ville. Ça peut être, oh, on veut donner l'informatique, on veut donner administration et commerce, par exemple. Mhm. Mais Malemankuru n'a pas une grande entreprise pour qu'on puisse donner administration et commerce. Est-ce que c'est ça le besoin qu'il y a à Malemankuru? Non, je ne Oui. pense pas. À Mhm. Malemankuru, ils aimeraient qu'il y ait un vétérinaire qui connaît très bien les problèmes que les bêtes, l'élevage est en train de connaître là-bas. Ils aimeraient qu'ils aient quelqu'un qui connaît très bien l'agriculture, qui comprend très bien les sols qui se trouvent à Malemankuru et qui peut proposer des semences adaptées aux gens qui sont en train de cultiver à Malemankuru. Ils aimeraient avoir quelqu'un qui se base, qui sait par exemple comment réparer les ponts quand il y a problème de transport pour que les gens qui sont à Malemankulu soient à mesure de ramener leurs produits qu'ils ont récoltés dans leurs champs vers Lubumbashi et vendre. Vous voyez que déjà l'approche que si nous sommes centralisés, nous ne voulons pas aller vers l'approche bottom-up, ça devient assez compliqué, assez complexe, malgré nos bonnes intentions pour que nous puissions venir à bout de ces problèmes-là. Donc, une approche bottom-up serait beaucoup plus appréciable quand il s'agit de l'éducation pour que nous soyons en mesure de voir ces opportunités-là rapidement, nous adapter rapidement, amener les réponses, donner des compétences aux gens pour résoudre ce problème très rapidement et après nous avançons. Rappelez-vous que tout commerce, toute Mhm. entreprise ne donne pas de solutions, ne crée pas de produits. Mhm. OK? L'entreprise vend des solutions aux problèmes. Donc, Mhm. si quelqu'un se trouve à Malemankuru et il vient avec un vaccin qui peut aider toutes les chèvres qui sont en train de brouter là-bas à ne pas tomber malades pendant, disons, la durée de leur vie, oh, voilà, les gens de Malemankuru vont payer ces services-là. Parce qu'ils savent que, bon, si on donne à mes vaches qui sont 10 à 20, par exemple, un Mhm. vaccin, disons, pour chaque une année pour qu'ils ne tombent pas malades, et ces vaches, ces chèvres ici puissent mettre bas facilement et qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'autres chèvres, là, ça m'intéresse. Même si je suis à Malemankuru, je suis prêt à lui donner même une vache ou bien une chèvre, Mhm. ça rime, l'approche bottom-up. Donc, je donnais juste des exemples en tout cas en l'air. Mais voilà, c'est ça l'approche que je propose, c'est aller des entreprises, essayer de faire, de voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes qui sont là, proposer ce problème-là, ou bien qui donne des compétences aux gens pour résoudre ce problème-là. Là, c'est l'éducation centrale parce que l'éducation nationale
a des visions, a des objectifs à atteindre. Voilà. Donc, il y a ce contrôle-là, ou bien cette évaluation-là, que le niveau national ou provincial peut toujours maintenir sur les programmes de formation que les universités ne vont pas avoir du désordre sur le plan pédagogique de ce qui se passe dans le pays. Donc, je ne suis pas en train de mettre en question ces contrôles-là, mais beaucoup plus donner cette flexibilité aux acteurs locaux, soit à mesure de venir avec des propositions très rapidement sur ce qui se passe dans leur milieu. Voilà. Effectivement, j'apprécie beaucoup votre réponse, mais vous avez soulevé un point, j'aimerais qu'on puisse revenir. À un moment, je pense, si je ne me trompe pas, avoir entendu, vous avez placé le point des centres de formation professionnels. Bon, je pense que c'est une question que j'avais, d'ailleurs, je vais directement la poser. Pensez-vous que les centres de formation, aujourd'hui, il y en a plusieurs, des centres de formation professionnelle, c'est-à-dire ils sont en fait en dehors du système éducatif, si je peux dire, bien qu'ils sont en partenariat, mais eux, ils n'ont pas le modèle ou le programme du système éducatif des universités et autres. Eux, en fait, je pense qu'ils sont beaucoup plus souples pour aller en entreprise, voir les compétences qui sont demandées et proposer des formations. Alors, selon vous, quelle place vous donnez au centre des formations et est-ce que vous encouragerez les professionnels ici présents à pouvoir aussi se tourner au centre de formation, bien qu'après l'université ou après le système éducatif, se retourner au centre de formation comme support, question de s'adapter rapidement aux besoins des entreprises. Oui, Claire, merci beaucoup pour cet éclaircissement-là. Parce que l'apprentissage ne finit jamais. Pour ceux qui disent que, bon, Ninaisha Masomo, comme on le dit souvent, mais Maïsa Masomo, this and that, that's totally false. C'est une mauvaise conception de l'apprentissage. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Et les centres de formation qui s'adaptent pour donner de nouveaux skills, de nouvelles compétences aux gens, ce sont ces gens-là qui sont en train de sauver ce qui se passe exactement dans notre pays, qui sont en train de pallier aux défis, aux problèmes là que nous sommes en train de remarquer sur le marché. Donc, ces centres de professionnels-là sont vraiment alloués. Il reste à savoir aussi maintenant cette méthodologie-là, ces pédagogies-là que les centres doivent adopter. Parce que les centres, c'est vrai, il y a cette technique-là, comme je le disais. J'ai la technique et je veux transmettre cette technique-là. Et l'emploi en lui-même, ce n'est pas seulement la technique. Il y a des dimensions en termes de soft skills et autres il faut aussi considérer. Tenez par exemple, il y a des difficultés, par exemple, aujourd'hui, entre businessmen à se faire confiance, par exemple, sur comment est-ce qu'ils peuvent faire le business ensemble, parce qu'ils savent que, bon, voilà, l'autre peut recevoir l'argent et ne pas délivrer les produits qu'il a promis. Vous voyez, ça, ce n'est plus la compétence. La personne connaît comment faire ces produits-là, sauf qu'il manque ces soft skills-là pour comprendre comment est-ce que le fait de ne pas livrer à temps va pénaliser l'autre dans son travail. Comment le Oui. fait de ne pas être à la hauteur du travail peut pénaliser toute l'entreprise là où il est en train de travailler. Donc, il y a aussi les soft skills là qu'il faut ajouter et les connaissances générales, même si c'est vrai, on va juste dans les histoires techniques, il y a les connaissances générales aussi qu'il faut ajouter sur ces formations-là. Mais pour l'instant, on peut se dire que ce sont les gens qui sont dans les formations, les centres de formation et qui essaient d'adapter chaque jour les offres qui sont données. Ce sont ces gens-là qu'on doit appeler des héros actuellement. Parce que ces gens-là donnent des compétences dont les entreprises ont besoin pour engager quelqu'un. Il reste aussi à savoir maintenant comment rétablir cette relation-là de confiance entre les entreprises et les centres de formation pour que les entreprises reconnaissent à leur titre
respectifs, les, euh, les diplômes ou bien les certificats que les gens sont en train d'acquérir dans ces centres de formation-là. OK? Parce que vous verrez que quelqu'un qui va en Inde, par exemple, il va apprendre les network security, par exemple. Quand Oui. il revient avec son certificat, on le prend avec beaucoup d'estime. Mhm. Mais quelqu'un qui a fait Network Security, je pense qu'il y a une entreprise, par exemple, à Kilimali, on ne le prend pas, parce que ça s'est fait au Congo, on ne le prend pas avec la même valeur pour reconnaître ce diplôme-là et peut-être pour qu'il jouisse avec des compétences ou bien des conséquences de son diplôme-là qu'il vient d'acquérir, de ses, c'est cette façon de réfléchir en tant que quelqu'un qui grandit chaque jour et on devrait normalement reconnaître cela. Donc, il y a aussi cette approche-là que nous devons faire, nous tous, pour faire respecter, pour montrer aux entreprises là que nous sommes sérieux avec cette approche top-down où on donne des formations pour essayer d'équilibrer les compétences aux gens avec les compétences que les gens ont reçues dans les universités. Donc, ça, en tout cas, je te donne le crédit, c'est très important, c'est quelque chose à faire et à essayer de continuer à se donner ces compétences-là régulièrement pour que on reste compétitif sur le plan du marché du travail. Ok. L'autre volet de la question que j'avais, c'était, vous avez parlé de l'apprentissage par son milieu, si je peux résumer ça comme ça. C'est-à-dire qu'à Kabeaka Mwanga, il y a d'autres réalités. C'est mieux que l'éducation puisse se tourner vers les réalités de Kabeaka Mwanga. À Lubumbashi, il y a d'autres réalités qui ne sont pas peut-être à Kinshasa, ainsi de Mhm. suite. Mais ça, d'ailleurs, on le voit même dans la société. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, par exemple, aller faire des études, je ne sais pas, en Inde ou en Europe, prenons un cas, des études de médecine, et après, ces gens-là rentrent ici chez nous. Déjà, les équipements ou les outils qu'on utilise en Europe ne sont pas des outils que l'on utilise ici en RDC. Il faut Mhm. encore du temps pour s'adapter, et ainsi de suite. Mais ma question est celle-ci. Cette approche de l'apprentissage par le milieu, donc par l'environnement où vous êtes, ok? Est-ce que ça ne va pas bloquer en fait ces gens-là qui vont apprendre, par exemple, à résoudre des problèmes de Kabeya Kamwanga, à aller un jour travailler à Kinshasa? Parce que les problèmes qui sont résolus à Kinshasa sont autres. Et du coup, le système éducatif décentralisé, en quelque sorte, qui est donné à Kabeya Kamwanga, n'est pas appliqué, n'est pas capable d'être appliqué en fait à Kinshasa. Je ne sais pas si vous comprenez un peu bien ma question. Oui, oui, je comprends très bien. Merci beaucoup pour cette question. Et il y a une chose que j'ai citée beaucoup plus, même au début, là. J'ai dit, on n'arrête jamais d'apprendre. Ça, c'est un fait. Il faut avoir ces grosses mindsets où on doit toujours apprendre à chaque fois qu'on est en train de progresser. Donc, si quelqu'un se trouve avec un certificat, par exemple, pour, disons, il a étudié les sols des Kabea Kamwanga, par exemple. Mhm. C'est vrai, il y a des similarités entre les sols qui existent, qui s'étendent sur la RDC, mais il y a des mises à jour qui doivent se faire à un certain moment parce que on doit toujours continuer à évoluer, on ne peut pas rester statique. Une autre Oui. chose que je voulais ajouter, j'ai ajouté quelques éléments sur ce que j'ai dit. C'était pas seulement la technique qu'il faut apprendre. Il y a d'autres dimensions, les soft skills surtout, qu'on doit impérativement s'imprégner pour que nous puissions être à mesure d'avancer. Et ces soft skills-là, c'est aussi les grosses mindsets dont je suis en train de parler. On doit t'enseigner que tu dois être un apprenant éternel qui apprend à chaque fois qu'il est en train d'évoluer. Et c'est Mhm. cette mise à jour-là doit t'aider. Donc, si tu as ce growth mindset-là, quand il y a une mise à jour à faire, tu l'acquiers à bras ouverts, tu essaies de te former avant de te déplacer pour savoir exactement ce qui se passe à Kinshasa. Par exemple, si quelqu'un bosse à Lubumbashi, par exemple, dans les mines, et Mhm. il veut aller travailler dans une mine qui se trouve prenons le cas du nord, l'idée Ituri, par exemple, il doit aller travailler dans une mine. Mais
il faut s'adapter. C'est vrai que tu as appris toutes les bases de la géologie, mais il faut t'adapter au sol qui est là-bas, au type des minéraux qui y a là-bas avant de te déplacer. Sinon, tu vas arriver là-bas. C'est vrai, tu as les connaissances, mais tu ne sais pas vraiment faire les choses comme il se doit. Tu étais dans un endroit où c'était beaucoup plus le cobalt, le cobalt qui était en vogue. Tu as appris beaucoup de compétences avec le cobalt. Tu arrives dans les touris où c'est de l'or il n'y a pas de cobalt. Bon, là, il faut impérativement que tu comprennes comment on fait avec l'or. Et il y a un apprentissage que tu dois refaire là-bas. Et c'est même à ce niveau-là que je disais aussi que l'université, on ne doit pas blâmer l'université de donner des connaissances aussi générales. Parce que quand tu as ces connaissances générales-là, tu sais facilement, tu as une base à partir de laquelle tu peux partir pour aller attaquer un autre domaine. Donc, tu as les connaissances en géologie, OK? Et quand il s'agit de cobalt, tu apprends un peu sur le cobalt avec des centres de formation ou bien des programmes techniques que les universités devraient normalement mettre en place. Et quand tu te retrouves dans un endroit où c'est le pétrole, par exemple en Mwanda, bon, tu as la géologie en place, mais il faut aussi étudier comment le pétrole fonctionne, un peu de chimie, ainsi de suite. Donc, il faut avoir cette base-là, et à partir de cette base-là, commencer à partir pour aller attaquer un domaine donné, mais il faut te former régulièrement. C'est pourquoi je disais aussi que l'université a des défis, comme je les ai expliqués avec ESIS, avec les évolutions technologiques. Nous avons des défis en tant qu'université de donner ces connaissances de base avant de pouvoir attaquer un domaine spécifique donné pour que les étudiants soient à mesure de s'adapter à tout moment des choses qui arrivent. Ok, ok, je Mhm. comprends parfaitement. Et est-ce qu'on Oui. doit noter un point, disons que dans notre système éducatif, faudrait pas qu'on puisse manquer de mettre l'accent sur les soft skills. C'est-à-dire que ce soit à l'université, que ce soit dans le centre de formation. Je pense que les soft skills sont, ce terme est revenu plusieurs fois dans votre exposé. Et je Mhm. pense que dans l'éducation, nous devons justement mettre l'accent là-dessus. La dernière question d'aujourd'hui, c'était, nous sommes dans un monde en fait en constante évolution. Nous avons maintenant la technologie qui prend le dessus de toute chose, pratiquement, si je peux dire ça comme ça. Et pensez-vous que avec les nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de l'automatisation, et ainsi de suite. Pensez-vous que ces technologies-là peuvent aider à combler l'écart entre le système éducatif et les compétences ou la demande des compétences sur le marché du travail? Merci beaucoup pour cette question. Oui, oui, c'est vrai. Je suis très positif. Je dois d'abord donner aux gens ma position sur, par exemple, l'intelligence artificielle. Et c'est parmi, en tout cas, les sujets à la une qui fait couler l'encre ici à l'université où les gens sont en train, les étudiants utilisent beaucoup l'intelligence artificielle et les enseignants veulent savoir comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. Et dans la recherche, je sais qu'il faut rester positif avec ces technologies-là. Il faut savoir juste comment les orienter, comment les guider et quelles sont les limites que vous devrez enseigner aux étudiants pour qu'ils ne les utilisent pas pour abuser, quoi. Parlant de notre pays, il y a certaines difficultés auxquelles nous allons nous confronter parce que nous ne créons pas des contenus en Afrique. Nous n'avons pas de contenu très souvent. On Oui. prend toujours l'exemple de Kabea Kamwanga. Si on veut que quelqu'un puisse apprendre avec ou bien créer un contenu de formation avec pour résoudre un problème de Kabea Kamwanga, il faut avoir des données sur Kabea Kamwanga. Et ces données-là, nous ne les avons pas. Ce Oui. qui fait qu'il y a ces risques-là de se retrouver en train d'utiliser une technologie et se retrouver et se sentir que les compétences que les technologies t'ont données ne sont pas adéquates aux problèmes que nous sommes en train de vivre dans le pays. Parce que tout simplement, nous n'avons pas créé suffisamment de données pour aider ces technologies-là à apprendre de ces données-là et créer quelque chose d'adapté. Toutefois, Toutefois,
En parlant des bases, comme je l'ai dit, ces technologies-là peuvent aider à créer ces bases-là, parce qu'il y a déjà suffisamment de données sur ces bases-là. Et sur les bases de compétences, je parlais de géologie en général. On connaît déjà la géologie en général. Il y a certaines notions auxquelles il faut toujours se référer. Et la technologie peut nous aider à faire cela. Mais quand il s'agit de compétences spécifiques pour chaque coin et recoin, chaque profession, il y a il y a cette opportunité-là de se poser des questions, de rester très critique envers les informations ou bien les formations que les technologies peuvent nous donner. Mais il faut rester ouvert. Il faut rester très ouvert parce que le monde ne va pas rejeter la technologie parce que nous, en Afrique, nous, à Lubumbashi, nous, à Kabeakamwanga, nous avons dit que bon, la technologie, ce n'est pas bon, nous n'avons pas d'outils. Le monde ne va pas rejeter ça. Et le monde va continuer à devenir très performant, très productif quand il s'agit d'utiliser ces technologies-là. Et dans les entreprises où vous irez, dans ces mining-là, vous allez vous rendre compte que ces gens-là utilisent ces technologies pour essayer de minimiser les coûts qu'ils sont en train de faire. Et si vous ne les apprenez pas, eh bien, vous serez hors du jeu. Vous ne serez pas en mesure de contribuer dans ces entreprises-là. Effectivement. Effectivement. En tout cas, sur ce point-là, vous avez parfaitement raison. C'est un plaisir pour moi de poser ces questions-là, ces questions jusque-là. Et nous sommes en train de chuter et j'aimerais, comme d'habitude, donner la parole à nos participants que j'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir une question, d'autres questions que l'on peut donner, poser au fait à monsieur OK, on a déjà des mains qui se manifestent. On peut prendre quelques questions et puis après, on va débattre. Alors, je vais commencer avec monsieur William Labamba, qui apparaît en premier chez moi. Et puis après, on va prendre monsieur Didas pour les questions. Monsieur William, pourrez-vous poser votre question? Monsieur William, votre micro, il est encore coupé. D'accord, c'est bon maintenant? Oui, là, c'est bon, c'est bon. Monsieur Clark, je tiens à dire merci beaucoup pour l'opportunité et surtout merci pour ce webinaire. Monsieur Safari, en tout cas, merci infiniment. Merci infiniment pour l'intervention, les éclaircissements, c'était vraiment au point. Ma préoccupation est la suivante. Moi, je suis préoccupé par ce que vous venez de dire vers la fin ici. Il y a la technologie, mais nous ne créons pas des contenus appropriés. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple les intelligences artificielles que nous utilisons maintenant, c'est difficile que je lui pose la question sur Malemba Nkulu. Il ne connaît pas Malemba Nkulu, il ne connaît pas Kabeakamwanga, parce que l'exemple, on a utilisé Kabeakamwanga depuis le début. Que conseillerez-vous à l'ensemble des centres de formation de faire pour arriver à réunir des données utiles? Les données utiles, c'est les données contextuelles. Quelqu'un qui a Kabeakamwanga, quelqu'un qui a Malemba Nkulu. Comment on peut arriver à faire pour arriver à consolider les informations pour que nous puissions en faire, pour que nous puissions inclure ça, pas seulement dans les technologies, mais aussi dans les programmes de formation que nous donnons. C'est pratiquement ça. Merci beaucoup. Clark, je vais répondre directement pour que je n'oublie pas, je ne perds pas le fil d'idée. Monsieur William, merci beaucoup en tout cas pour cette question. C'est une très très bonne question, une excellente question. Et nous allons être d'accord sur ce point que le fait même de commencer à créer les données aujourd'hui, les mettre sur Internet, ne va rien changer sur comment ces technologies-là fonctionnent. L'intelligence artificielle utilise beaucoup de données avec des millions de paramètres pour arriver à donner ces réponses-là que nous voyons directement. Et disons tout simplement que les generative AI, comme nous le savons, ChatGPT et les autres Googlebot, c'est seulement une infime partie de l'intelligence artificielle. Juste une infime partie. C'était juste une parenthèse. Mais il y a moyen de pouvoir adapter des données, comment dirais-je, fournir des données
qui sont, comment dirais-je, adaptés, qui sont seulement sur le travail que nous voulons faire. Donc, je suis sûr que si nous réunissons suffisamment de données, par exemple sur Malemancourt, qui est aussi un travail difficile à faire, il y a toujours moyen de prendre ChatGPT, de prendre Bard, de prendre n'importe quel autre IA et de lui fournir ces informations-là pour les train, pour comment on dit encore les train? Tu peux m'aider si tu as les mots aussi. S'entraîner. Voilà, pour entraîner. Merci beaucoup pour le mot. Excusez-moi de perdre la langue, quoi. Pour les entraîner et qu'ils donnent des réponses qui sont beaucoup plus adaptées, que nous devons toujours questionner parce que ce n'est pas 100% sûr. Il faut toujours questionner ces informations-là, les réponses que les AI sont en train de nous donner, nous adapter. Donc, il y a moyen toujours de... Si nous récoltons les données, il y a toujours moyen d'entraîner ces outils-là pour qu'ils nous donnent des réponses que nous voulons. Mais pour l'instant, c'est une course perdue. Si on se dit que bon, voilà, nous devons fournir toutes les informations que nous avons sur Internet pour que ces AI-là puissent essayer de s'entraîner dessus. C'est une course perdue d'avance. Mais on peut toujours essayer, prendre ces histoires, ces données-là, essayer d'entraîner ces outils-là d'une manière privée pour que ces gens-là, ces outils-là puissent arriver. Et ça aussi, ça demande des compétences. Vous allez comprendre que ça demande des compétences pour savoir comment faire ces entraînements, comment fournir ces données-là et entraîner ces outils-là pour résoudre. Et ça, c'est un objectif que n'importe qui d'entre nous peut se donner. Aller se former suffisamment sur les AI et savoir comment est-ce qu'il peut adapter ces AI-là, les entraîner sur les informations qui sont locales. Et ça, mon cher, c'est une mine d'or. Si tu arrives à le faire, voilà, tu seras recherché. Les entreprises locales peuvent avoir besoin de toi facilement pour créer des produits pour eux. Voilà, je ne sais pas si j'ai donné une réponse sur ça. Oui. Monsieur Eliam, je pense, est-ce que la réponse a été claire? Oui, elle a été plus que claire. Ça a donné beaucoup de lumière. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Didas, vous pouvez aussi bonsoir à tous. Vous m'écoutez? Oui, oui, très bien. Ok, merci Claire. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Alors, je suis Didas, ancien des 10, actuellement à Nairobi et développeur logiciel chez Andela aux États-Unis. Alors, ça, c'est un sujet très important et que j'apprécie sincèrement, Claire. Alors, sans plus tarder, j'aimerais poser 2 questions à monsieur Jacques. Alors, la première est de savoir, en fait, quelles sont les compétences spécifiques que vous pensez être cruciales pour les jeunes étudiants congolais qui souhaitent réussir dans les secteurs technologiques, en tenant compte des tendances mondiales et locales. Au fait, la deuxième question est de savoir, au fait, quels conseils donneriez-vous aux jeunes congolais pour maximiser leurs chances de succès dans un environnement où le système éducatif est en évolution? Moi qui avais fait télécommunications et réseau, aujourd'hui, je me retrouve en tant que développeur logiciel. Vous voyez un peu ces changements-là. Merci beaucoup, Didas, pour ces questions très difficiles. Hein? Merci beaucoup. Parler de compétences spécifiques, je ne sais pas s'il faut vraiment qu'on parle de compétences spécifiques parce que exactement le fait que ça soit spécifique avec l'approche dans laquelle moi je crois, l'approche dont j'expliquais ici sur l'approche, la conception en rétrospective ou backward design, c'est aux entreprises, aux gens qui sont sur le terrain de pouvoir déterminer ces compétences spécifiques-là que les gens doivent normalement acquérir pour les marchés locaux. Parce qu'ici, c'était beaucoup plus sur les marchés locaux, pas pour les marchés internationaux, avec les défis qui sont locaux. Pour les marchés internationaux, nous connaissons déjà ce qui est en vogue. On parlait de l'intelligence artificielle. Nous savons que les gens sont en train de rechercher des chat engineers, si on peut les appeler ainsi, les gens qui savent parler aux intelligences artificielles, même si on sait que ce truc-là va évoluer très rapidement. Avec l'histoire des programmeurs, vous vous rappelez, au début, le programmeur, c'était quelqu'un qui peut juste parler à la machine. Ce n'était pas exactement programmeur, mais parler juste.
Donc ça aussi, ça va évoluer d'une manière ou d'une autre. Alors, les compétences spécifiques sur le secteur de la technologie, c'est de rester en tout cas à l'affût de ce qui évolue dans le domaine et aussi savoir qu'est-ce qui est en vogue, quels sont les besoins dans ton milieu. Les mining, nous savons que, bon, voilà, parce que ces gens-là ont, par exemple, leur centre névralgique dans un autre pays, nous savons qu'il y a la sécurité qui va se poser, le problème de sécurité qui va se poser. Donc, ça, c'est un domaine sur lequel il faut se baser. Nous savons que ces gens-là doivent, par exemple, faire voyager leurs minéraux de notre pays vers les centres de traitement en Chine. Là, la logistique intervient, mais combien d'experts en logistique que nous avons? Ce sont des compétences que normalement les gens devraient acquérir on top de ceux qui connaissent déjà. Donc, il y a des choses, des petits trucs qu'on peut citer là, parce qu'on regarde tout simplement c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain. Et à partir de cela, tu sais que bon, voilà, je dois impérativement acquérir ces compétences ici et cette compétence ici pour que je sois compétitif sur le marché. Rappelez-vous qu'avoir un job, ce n'est pas donné. Même ici aux États-Unis, c'est une compétition terrible pour juste décrocher un travail. Donc, il faut rester compétitif en regardant c'est quoi ce qui est en vogue sur le marché et aussi savoir se vendre. Je pense que j'avais oublié de donner ce point-là. Il faut savoir vendre les compétences que vous avez. Et cela passe même dans l'élaboration de votre CV. Parfois, quand je regarde mon CV, quand je venais de finir les études, et même quand j'étais au pays, ça me fait rire un peu parce que c'est le CV qui ne vend pas mes compétences. Oui. Personne ne peut savoir ce que je suis en mesure de faire en regardant mon ancien CV. Mais ici, dès qu'on t'enseigne comment confectionner ton CV, tu sais dire ce que tu as réalisé et l'entrepreneur est à l'affût, il est en train de rechercher ses compétences, ce que tu as déjà fait comme expérience. Et ça aussi, je vais ajouter ça sur les soft skills dont on parlait avec M. Clerc tout à l'heure. Donc, savoir aussi se vendre sur le marché. Maximiser les chances à l'extérieur, ça aussi, c'est un autre dossier sur lequel il faut vraiment réfléchir suffisamment. Et je pense que Didas, tu es même mieux positionné pour expliquer cela. Claire aussi est mieux positionné. J'aimerais avoir, par exemple, Samy aussi sur cette plateforme pour expliquer aux gens comment est-ce qu'il faut vraiment maximiser ses chances pour être à l'extérieur. Mais revenons encore sur ce point-là, de savoir vendre ce que vous connaissez, savoir vendre les réalisations que vous avez faites, même en tant qu'étudiant. À un certain moment, j'ai commencé même à aider les étudiants pour amener GitHub, parce que je savais que les entrepreneurs, les entreprises vont regarder sur ton profil GitHub pour regarder les repos que tu as déjà fait, les commits, ainsi de suite, comment tu es actif là-bas. Il regarde là-bas. Donc, il faut regarder comment vous allez créer votre portfolio. Et c'est ce portfolio-là qui va vous vendre à l'extérieur sur les expériences que vous avez, vous connaissez, vous avez déjà réalisées, les compétences que vous avez. Donc, ouvert pour explorer cette discussion-là encore. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Jacques. Déjà, avant que je continue, monsieur Didas, je pense que la réponse a été claire. Ah oui, merci beaucoup. Merci, monsieur Jacques. Oui, oui, merci beaucoup. C'est vraiment clair. Oui. Merci beaucoup. Justement, monsieur Jacques vient de rajouter un point assez pertinent, c'est que vous savez que quand vous êtes professionnel, en fait, vous êtes obligé de savoir vous vendre. Savoir vous vendre, c'est quoi? C'est savoir écrire votre CV, c'est savoir communiquer sur vos compétences et votre expertise. Si je peux rajouter à ce que M. Jacques a dit que je pouvais aussi participer à cette discussion-là, parce que moi, personnellement, j'accompagne des étudiants et des professionnels. Avec Tulivia, nous organisons des formations, deux fois des sessions pour accompagner toutes ces personnes-là à savoir se vendre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit avec leur CV. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, votre CV, c'est bien, il est là, mais quelque part aussi, les réseaux sociaux peuvent devenir votre CV, principalement avec LinkedIn. Okay? On a accompagné plusieurs personnes qui, avec seulement LinkedIn et puis une page de CV,
on peut se vendre et aujourd'hui travailler dans des entreprises. Ce qui veut dire que, comme M. Jacques l'a dit, qui vous sont fournis par les universités, mais aussi rechercher ces soft skills-là, c'est-à-dire participer à des formations, par exemple, que nous organisons. On peut faire des formations sur mesure, ou soit nous pouvons programmer des formations dans le temps et vous pouvez venir participer, ainsi développer vos compétences. Il y a une dernière question, je pense, c'est M. Pontien. Je ne sais pas si vous êtes là. M. Pontien, vous êtes là? J'ai vu, vous avez levé la main, mais dans les messages, en fait. Apparemment, M. Pontien n'est pas là. Monsieur Marcelin, vous êtes là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous pouvez poser votre question, je pense que ce sera la dernière question. Ok. Merci à M. Jacques Safari. Voilà. On se connaît aussi voilà, depuis les États-Unis. Moi, je suis ivoirien et c'est pourquoi c'est par lui que j'ai eu les formations. Et ça a été vraiment une masterclass. J'aimerais vraiment remercier tout le monde, les organisateurs et l'intervenant lui-même. Et moi, ma question, c'est un peu, en attendant que le gouvernement ou bien les acteurs du système éducatif essaient de se réajuster, qu'est-ce que l'étudiant congolais ou africain peut faire? Est-ce qu'il doit peut-être prendre des classes en ligne sur, je sais pas, certaines plateformes, s'il y en a par exemple qui sont abordables? Est-ce qu'il a peut-être certaines solutions? Bien bon, qu'est-ce qu'il fait au fait en attendant que les formations soient mises à disposition? Bon, voilà ma question. Merci beaucoup, monsieur Marcelin. Marcelin, c'est mon collègue ici et on se bat ensemble, en fait, dans ce pays. Ça, c'est une très bonne question en attendant, parce que nous savons que, comme je l'ai dit, les progrès, moi, je m'inscris dans la lignée où les changements ne sont pas brutaux, voulais-je dire, mais ça vient avec un progrès progressivement jusqu'à ce que nous nous retrouvons avec quelque chose de meilleur. Alors, il y a ces plateformes-là qui sont en ligne, il y a des plateformes des organisations de formation professionnelle qui sont sur place, comme Claire que les présentait, Olivia, il y a d'autres amis qui font de formation sur place aussi, qui peuvent facilement vous aider, les étudiants congolais et étrangers, de pouvoir acquérir ces compétences-là qui sont sur place, et qui sont adaptés aux problèmes sur place. Parce que là, il faut toujours vraiment partir de ces problèmes sur place pour savoir comment vous adapter. Parce que ces gens-là qui sont dans les mining, ils cherchent quelqu'un qui va les aider à résoudre leurs problèmes, qui sont sur place, qui sont sur terrain. Donc, il faut savoir ces mining-là sont en train de souffrir de quels problèmes et essayer de trouver quelqu'un qui va vous donner cette formation-là et savoir vendre les compétences dès que vous les avez acquises. Je parlais par exemple de la logistique que nous tous nous négligeons souvent. Mais comment est-ce que ces gens-là font pour faire sortir l'air minéraux de notre pays pour aller le vendre? Comment ils font pour faire venir les produits comment on dit, les produits qui entrent dans la transformation de ces minéraux-là. Il faut savoir comment le faire et venir vers ces entreprises-là pour leur dire, bon, voilà, moi, je sais faire ça. Et au lieu d'engager quelqu'un qui vient de la France, où vous devrez payer le visa, vous devez payer les taxes, ainsi de suite, moi, je suis là, je peux vous aider à faire cela. Et voici ce que j'ai déjà fait pour être sûr que ces gens-là comprennent. Donc, en bref, ce que je dirais des solutions en attendant que notre pays, nos systèmes éducatifs suivent. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Monsieur Marcelin, je pense que la réponse a été aussi claire. Merci beaucoup, monsieur Marcelin. Alors, nous touchons à la fin. C'est la fin de Tuliga Talk. C'était un très bon moment, malheureusement. Toute bonne chose a une fin. Et je tiens à vous remercier pour votre participation. Pour ceux qui n'étaient pas là, juste au début, en fait, je suis Claire Ngonga, je suis cofondateur de Tulivia. Tulivia, c'est une entreprise qui œuvre dans le développement de logiciels
mais aussi le marketing digital. Et notre mission, en fait, c'est d'aider les entreprises à prospérer beaucoup plus. Quand on dit une entreprise prospérer, c'est quand une entreprise vend plus. Alors, nous sommes là pour aider les entreprises à vendre plus avec le digital. Et cela se passe par l'automatisation de leurs tâches avec des logiciels, mais aussi le marketing digital, une bonne communication, une bonne prospection en ligne, agrandir son réseau et après trouver des gens qui sont prêts à acheter le produit ou le service vendu. Donc, c'est un peu ça, Toulivia. Et aujourd'hui, nous organisons ce Toulivia Talk justement dans le but de partager avec vous, avec des experts comme M. Jacques Safari, sur des sujets pertinents qui permettent à plusieurs de se développer, qui permettent à d'autres de créer des entreprises, qui permettent à d'autres de prendre d'informations pour prospérer dans leur domaine professionnel. Donc, si vous avez participé aujourd'hui et que vous avez aimé, vous êtes invité également à participer le dimanche prochain, à la même heure, à 20h juste. On aura un autre invité. On va publier ça sur nos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et vous serez informés. Alors, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup à M. Jacques d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé. Merci à vous tous. Et oui, M. Jacques, vous pouvez donner votre dernier mot de la fin. Bon, c'est juste vous remercier en tout cas de participer, de m'avoir invité à cette discussion. Et peut-être une suggestion que j'aimerais faire, c'est par exemple commencer à enregistrer et après mettre à la disposition de tous des gens qui n'ont pas pu participer pour qu'ils soient en mesure aussi d'écouter ce genre de discussions, les questions et autres pour s'enrichir suffisamment et savoir comment est-ce que les gens peuvent résoudre, faire face à nos problèmes de notre vie. Parce que, rappelez-vous, j'aime bien le dire à tout moment, les États-Unis, par exemple, ou bien d'autres pays, ils ont leurs démons, ils ont leurs problèmes de chaque jour. D'ailleurs, dernièrement, ils voulaient même manquer de l'argent pour financer leur gouvernement, mais ils ont réussi à trouver un accord. Donc, ils ont leurs démons et ils essaient de résoudre ces démons-là. Ils se battent chaque jour pour résoudre ces démons, pour faire face à ces démons. Mais souvent, ce que nous faisons en Afrique et surtout en RDC, ce que nous faisons souvent l'autruche. Nous voyons le problème et on se dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'ailleurs. Et après, on se dit, bon, le problème continue à nous affecter. Ce problème va t'affecter en tant que jeune, il t'affecte en tant que parent, il va affecter encore ton enfant, il va affecter même ton petit-fils et ton arrière-petit-fils. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. C'est beaucoup plus essayer d'engager ces problèmes-là et essayer de résoudre, de réfléchir de comment faire, comment trouver des solutions, comment continuer à essayer, continuer à échouer, continuer toujours à faire quelque chose. Parce que quand vous allez quitter ce monde, vous allez vous dire, j'ai quand même essayé. Et je vous assure que si vous essayez, il y aura un changement qui va arriver. Il n'y aura pas nécessairement le changement de tous les pays, mais l'influence que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de donner, va aider les autres à aussi commencer à essayer jusqu'à ce que les choses vont évoluer dans la bonne direction. Et c'est pourquoi, Clerc, je t'applaudis beaucoup. En tout cas, je te prends comme modèle maintenant, parce que cet effort ici de pouvoir nous amener, nous tous, à réfléchir, parce que ce n'est pas tout simplement ma voix qui a été entendue ici, il y a eu des bonnes questions ici qui nous aident tous à réfléchir et à essayer de nous remettre en question pour que nous puissions voir quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à nos problèmes dans notre pays. Et ça, c'est extrêmement important, ça, c'est vraiment louable. Là, nous commençons vraiment à adresser, à ne pas faire l'autruche, mais plutôt à essayer d'adresser les démons que nous avons dans notre pays. Et ça, courage et félicitations à tout le monde qui participe, parce que ça, c'est déjà une prise de conscience et les solutions commencent par cette prise de conscience-là. Je suis sûr que quand vous allez vous retrouver dans une position de leadership, vous allez vous rappeler de ces discussions que nous avons eues d'une manière ou d'une autre, et cela va entrer en considération quand vous voulez proposer des solutions, vous voulez prendre des décisions pour
résoudre un problème ou bien pour proposer un nouveau système. Voilà, donc je dis encore merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jacques, pour tout. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde aussi. Merci encore à M. Jacques. Merci, merci, mille merci. Et je ne peux que vous dire rendez-vous pour Monsieur Marcella. Non, ouais, voilà. Je ne peux que vous dire merci pour votre participation et je vous invite tous autant que vous êtes. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Bon, sur LinkedIn, pour ceux qui n'ont pas mon numéro, je vais vous le partager sur LinkedIn. Sur toutes les plateformes, vous pouvez m'écrire et je peux me donner la tâche de vous envoyer le lien du webinaire. D'ailleurs, on va carrément créer un formulaire d'ici demain où vous pouvez vous inscrire et chaque fois, on va commencer à vous envoyer le lien, que ce soit par email ou par WhatsApp, pour que vous veniez participer à Tulivia Talk, car nous l'organisons pour vous. Je tiens vraiment encore une fois à vous remercier et je vous souhaite à tous une très belle et très bonne soirée. À dimanche.